On va accueillir à présent notre grand témoin. Il est écrivain, réalisateur. Il avait signé une première enquête en 2016 sur la dictature invisible du numérique qui s'est révélée visionnaire. Son nouvel essai avec le journaliste d'investigation Christophe Labbé va plus loin. L'homme sans contact, aux éditions de l'Observatoire, décrit comment l'intelligence artificielle nous déshumanise jusqu'à prendre le contrôle de nos vies. Marc Duguin nous rejoint juste après l'invitation signée ce soir par Marion Becker. Si on vous invite, Marc Duguin, c'est pour votre nouvel essai sur la dictature du numérique, l'homme sans contact. Un homme déshumanisé depuis le confinement, un homme qui travaille à distance, commande tout en un clic, se soigne en visio, n'échange plus que sur les réseaux sociaux. C'est là où une société du futur que vous dessinez avec le journaliste d'investigation Christophe Labbé. Vous, Marc Duguin, vous êtes réalisateur, romancier aux multiples prix littéraires. 6 ans après L'Homme nu, sur la dictature du numérique, vous récidivez avec L'Homme sans contact et vous analysions apocalyptique qui n'est pas sans rappeler le roman de George Orwell, 1984. Surveillance, couvre-feu. Le roman semble plus actuel que jamais. Ce piège qui nous attend, celui de l'illusion de liberté, de notre déshumanisation, de notre transformation en consommateur addict, vous le décrivez avec précision. Nous aurons été les apprentis sorciers d'un désastre pour notre espèce, la numérisation du monde gouvernée par l'intelligence artificielle, dites-vous. Face à ce que vous décrivez, cette évolution qui semble inexorable, Marc Duguin, est-il trop tard pour un sursaut? Bonsoir Marc Duguin. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avant de répondre à cette question, est-il trop tard pour un sursaut? Quelles sont les solutions, s'il en existe, pour mettre à distance un peu ce monstre numérique? On peut l'utiliser, cette expression. On va revenir au diagnostic. Il y a 6 ans, dans L'Homme nu, vous alertiez contre cette dictature invisible du numérique. Et 6 ans après, l'homme sans contact apparaît alors sans mémoire, programmé, sous surveillance et plus seul que jamais. C'est ça qu'on est devenu déjà aujourd'hui ? D'une certaine façon, mais c'est vrai que quand on a fait le livre il y a 6 ans, c'est ça ? 2016. Cet essai, on ne savait pas du tout qu'il allait y avoir la crise sanitaire. Et la crise sanitaire a été un accélérateur incroyable. D'ailleurs, une divine surprise Schmitt, pour le patron de la divine opportunité, Google. La divine surprise, c'était les mots du président de Google. Et c'est vrai que ça, pour le coup, on l'avait pas vu arriver, mais d'un seul coup, d'ailleurs, on l'a vu dans la valorisation des sociétés du numérique. D'un seul coup, le numérique était déjà dans nos vies, a fait une deuxième entrée fracassante, une accélération exponentielle, considérable. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me pose des questions parce que je suis très sensible à 2 sujets qui sont le climat et le numérique, qui sont pour moi les sujets d'avenir. Il est évident que sur le climat, on a pris 30 ans de retard. Sur le numérique, je pense qu'on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire que le numérique, c'est une technologie. Je ne suis pas du tout technophobe. Moi, je connais tous les avantages du numérique et je les reconnais. Ce n'est pas la question. Ce que je crois, c'est que le numérique est en train... et dans une vitesse et dans une accélération qui n'a rien à voir avec le temps politique. C'est-à-dire que les gens qui dirigent les grandes sociétés du numérique vont à une vitesse qui n'est pas celle de nos dirigeants. Et je pense que... Ils ont des décennies d'avance sur le temps politique. C'est un peu ce qui s'est passé avec le pétrole, d'une certaine façon. Le pétrole a envahi nos vies d'une façon très intéressante parce que ça nous a donné beaucoup de confort, de mobilité, beaucoup de choses très positives. Et aujourd'hui, il est tellement partout qu'on n'arrive plus à s'en déprendre. Aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à s'en dépêtrer, parce que c'est bien ça le problème. Et je pense que pour le numérique, ça va être la même chose. Et moi, je regrette que dans une démocratie comme la nôtre, où en plus on a une constitution avec un président qui est un peu au-dessus de la mêlée, qu'on ne se soit pas consacré, et je crois qu'Édouard Philippe d'ailleurs l'avait reconnu, en disant on ne s'est pas assez consacré aux grandes questions de long terme. Il y a des choses qui sont faites, notamment au niveau européen, oui. On va en parler. Le pire pour vous, c'est l'intelligence artificielle ?
En quoi c'est si dangereux pour vous? Parce que c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas que les objets connectés ou la voiture autonome, il y a aussi par exemple la médecine préventive qui peut anticiper, prévenir de certaines maladies très graves. Pour vous, c'est le pire des projets de société que porte cette révolution? Alors l'intelligence artificielle, exactement comme le numérique dont elle est le produit, elle a énormément d'avantages. Et c'est toujours pareil, c'est que dans nos sociétés, dans un premier temps, on voit les avantages, et puis, le temps passant, on découvre les inconvénients. C'est ce qui s'est passé avec le numérique. On a vu les avantages tout de suite. Moi, je m'en souviens, puisque je fais partie de la génération qui a... Enfin, je ne suis pas le seul, hein, mais qui a vu arriver le numérique. Et j'ai vu tous les avantages de connexion. Ça a été une accélération de l'information et de la circulation de la communication sans précédent, avec beaucoup de choses très, très positives. Par ailleurs, ce qu'on n'a pas vu venir, et on l'a vu progressivement, mais avec retard, c'est qu'une société de surveillance s'est mise en place, dont aujourd'hui la Chine est le meilleur exemple, avec le crédit social. C'est-à-dire que les gens sont surveillés en permanence, sont notés, et deviennent des citoyens totalement contrôlés. Il n'y a pas que les pays totalitaires. Hein, et on a vu aussi des scandales, voilà, comme Cambridge Analytica, qui a montré que les données personnelles de Facebook avaient été utilisées. Tout ça est établi. Et d'une certaine façon, le numérique nous enferme dans un entre-soi orienté vers ce qu'on aime manger, ce qu'on aime acheter et ce qu'on aime penser. L'intelligence artificielle peut aller au-delà, peut fabriquer quoi une forme d'humain augmenté, plus fonctionnel? Alors, déjà, il y a beaucoup de projets que vous connaissez certainement, des grands du numérique, sur l'homme augmenté, c'est-à-dire augmenter nos capacités, être capable de discuter avec un Anglais sans connaître l'anglais, mais en traduisant simultanément. Enfin, il y a plein de choses qui sont, là encore, très positives. Moi, ce que je crains, c'est que l'intelligence artificielle vienne concurrencer l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une forme de perfection, l'intelligence artificielle. Donc, à partir du moment où vous faites des robots qui sont déjà en pratique, mais que vous ajoutez une intelligence artificielle qui sera de plus en plus développée et de plus en plus perfectible... Elle pourrait avoir conscience d'elle-même? Elle pourrait... Moi, je suis persuadé... Est-ce que l'homme est toujours à l'origine de cette technologie-là? Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un comme Elon Musk, qui est quand même, on peut le dire, très leader dans cette matière, et qu'il dit que l'intelligence artificielle est probablement le plus grand danger pour l'homme dans les années qui viennent. Vous partagez ça, juste ça, avec lui. Il n'y a pas beaucoup de choses que je partage avec lui, surtout pas son les dangers de l'intelligence artificielle. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on va avoir, et on le voit bien aujourd'hui, si vous prenez un drone, un drone peut tuer sur un simple ordre. Mais est-ce qu'un jour, il ne prendra pas l'initiative par lui-même ? On ne le sait pas. Donc tout ça, alors bon, j'exagère évidemment parce que c'est pour les besoins de la démonstration, mais je pense que la question, c'est la conscience qu'on a d'une technologie qui est une technologie très forte, très rapide, très violente, et qui a plein de conséquences. Une des conséquences, c'est le fait que les grands du numérique considèrent que l'État est une anomalie. On est avec des gens qui considèrent déjà que Elon Musk a déjà prévu un plan B sur Mars. Oui, parce que et puis même dans la politique, c'est-à-dire la démocratie directe, tout ça, on n'aura plus besoin de tous ces gens-là. Donc il y a des mutations très très fortes qui se mettent en place. Le métaverse, par exemple, Marc Duguin, ça non plus. Alors ça, vous détestez. Moi, d'abord, je déteste, puis j'y crois pas trop. La fin définitive de la découverte de l'autre, de l'altérité, le métaverse, du voyage. Le plus grand danger du métaverse. Il faut rappeler ce que c'est. Oui, le métaverse, Mark Zuckerberg, une immersion dans un monde parallèle. Absolument, c'est une immersion dans un monde parallèle. Ça, il y a un monde qui se crée, vous venez dedans et vous développez votre personnalité à l'intérieur de ce monde. Moi, je pense que c'est techniquement, ça mettra des années à devenir. En revanche, il y a un danger qui est de dire aux gens, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas bien dans ce monde-là, ne résistez pas, ne contestez pas, parce que on va vous offrir un autre monde, vous serez très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Alors, vous parlez beaucoup des réseaux sociaux, du complotisme, le cancer des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas tendre avec justement le projet d'Elon Musk, qui est pour le moins radical. Hein. Déjà, on voit ce qui est à l'œuvre dans la manière dont il fait le ménage au sein de Twitter. Parlons quand même des
des raisons d'espérer. Est-ce qu'il y en a encore? Le fameux sursaut, c'est quoi? C'est une forme d'esprit critique. Vous citez Albert Camus, il faut savoir s'empêcher seul, soi-même, vis-à-vis des GAFA, des géants du numérique. Est-ce qu'il faut faire confiance à nos politiques? On est à l'Assemblée, il y a des lois à différentes échelles. Comment essayer de se prémunir contre ça? Oui, je crois que cette phrase, d'ailleurs, qui est attribuée à Camus, mais qui je crois, était du père de Camus, qui est une phrase qui m'inspire énormément. Être un homme, c'est savoir s'empêcher. Et je pense que le numérique, c'est tout sauf savoir s'empêcher. Parce que, en fait, le numérique flatte dans notre cerveau des pulsions qui sont des pulsions de consommateurs et qui ne sont pas du tout des pulsions de citoyens. Donc, en fait, c'est consommer indéfiniment. Et vous n'avez pas fini de consommer quand on vous propose déjà quelque chose d'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment... c'est cette société-là qui m'inquiète aussi. Cette société de déshumanisation de l'esprit critique. Mmh. Alors cet esprit critique, comment on fait pour l'activer? Pour revenir à votre question, moi j'ai vu des exemples autour de moi d'enfants qui ont démarré très tôt, un de mes fils en particulier, avec le numérique, qui se sont submergés de numérique et qui, à un moment, ont dit « ça suffit ». Et donc, qui reprennent les rênes. Donc là, il y a toujours un espoir. C'est-à-dire que je pense que les générations futures vont se rendre compte de l'asservissement à une technologie dans laquelle sursaut individuel, sursaut peut-être des sociétés. Pour terminer, Marc Duguin, il y a un grand débat qui s'est ouvert aux États-Unis sur la fermeture de Facebook. Il existe ce débat, même si on voit bien les réalités d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait en arriver là? Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Moi, je ne l'ai jamais eu, mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Merci infiniment. L'homme sans contact, c'est à lire aux éditions de l'Observatoire et c'est co-signé avec le journaliste d'investigation Christophe Labbé.